Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom et un nouvel invité vient de nous rejoindre, Mike Gauri. Soyez le bienvenu, vous êtes directeur d'antenne de Radio Océan Indien. Merci beaucoup, exactement. Et sur ce plateau, un autre invité est également présent, Youven Sadasiven, consultant en culture, et notre éditorialiste Lucien Pambou. Voici le dossier du jour. La diversité de l'île Maurice n'est plus à démontrer car elle est un véritable carrefour ethnique, culturel et religieux. Les populations de diverses origines cohabitent et coexistent dans une quasi-parfaite harmonie car selon le Premier ministre Navin Ramgoolam, la diversité ne doit pas être une source de division et la force de Maurice se trouve dans l'unité. Reportage de notre envoyé spécial à Maurice, Olivier Conan. Une île, beaucoup de peuples, tous mauriciens. Voici résumé l'île Maurice, un archipel de l'océan Indien. Situé entre Madagascar et l'île de la Réunion, le pays qui compte 1,3 million d'habitants est singulier par son peuplement. On y trouve des populations d'origine africaine, européenne et asiatique. Occupée par les Hollandais depuis le XVIe siècle, puis par les Français, l'île est passée sous la domination des Anglais qui ont battu militairement les Français au début des années 1800. C'est justement ce qui a fait la singularité du pays. Pour compenser la perte de leur main-d'œuvre après l'abolition de l'esclavage, les Français ont importé des travailleurs immigrés indiens. Leurs descendants constituent aujourd'hui la majorité de la population de l'île Maurice. On compte environ 50% d'hindous, 30% de musulmans et 20% de chrétiens. La question est de savoir comment le pays arrive à conserver une stabilité sociale remarquable malgré le caractère cosmopolite de la population. Comment la diversité religieuse est facteur de cohésion sociale plutôt que source de conflits comme dans d'autres pays. C'est la possibilité de vivre en harmonie. Les gens ne sont pas intéressés à cultiver des préjugés, des peurs, des phobies, des complexes. À Maurice, chaque individu se sent mauricien et on ne peut pas dire qu'il y a tel groupe, telle communauté qui soit supérieure, un autre groupe inférieur. Il y a beaucoup d'égalité. C'est ça notre richesse, notre culture, notre possibilité d'accepter, de tolérer et même d'aimer la culture des autres. Cette ouverture d'esprit se retrouve chez la plupart des Mauriciens qui vivent le mélange de cultures au quotidien. Le métissage de populations africaines, asiatiques et européennes est irréversible. Ça se passe bien. Des fois, les gens ont des petits problèmes, des petits soucis, mais en général, tous les gens sont ensemble. L'île Maurice est multiraciale. L'île Maurice est multiraciale. Maurice est indien, musulman, chrétien, chinois. Tous sont égaux à Maurice. Tous vivent ensemble. Il n'y a pas de guerre, il y a la paix. Pas de mafia, rien du tout. Il n'y a pas de coup de fusil. Ici, tu ne trouveras personne qui va utiliser son arme. Coup de fusil, non. Non, il y a du mélange ici. Il y a du mélange ici, des Indiens, du métissage, des étrangers. Des étrangers plutôt. L'île Maurice est un pays très ouvert qui reçoit des milliers de touristes par an. Ces visiteurs apportent une influence positive. L'école est un autre facteur de changement. Les étudiants de l'Université de Maurice, par exemple, viennent de toutes les communautés raciales et religieuses, entraînant un changement de la vie sociale. Les étudiants, les futures générations sont comme d'autres pays. Ils bougent beaucoup avec la technologie. Ils sont au courant de tout ce qui se passe un peu partout. Et donc, bien sûr, je peux dire que peut-être les valeurs qu'on avait 3 ou 4 générations de cela, où c'était beaucoup plus restreint, il y avait moins de, comment je dirais, d'entrée d'autres cultures à Maurice que maintenant. Donc, ça a changé, mais bon, c'est pour le progrès, c'est pour le futur, hein, donc il faut qu'on s'adapte. L'île Maurice s'est toujours adaptée aux influences étrangères. Un fort sentiment national permet de transcender tous les clivages et d'éviter les dérives. La prospérité du pays contribue également à la préservation de la cohésion sociale. Le taux de chômage est à seulement 7,8%. Cela contribue à préserver la paix sociale. En Bosnie, il y a eu des guerres intestines. Il y a des gens qui se sont bagarrés au nom de la religion et tout ça. Mais ici, on passe là parce que, comme si on dit qu'on est mauricien. D'accord, on n'a pas voir la religion, donc c'est cela qui consolide les liens entre les personnes. Et étant sur une île comme si ici tout le monde connaît tout le monde, vous voyez, donc il y a ce tissu d'amitié et les gens sont sympathiques, sont souriants. Au plan politique, les extrémismes ont du mal à séduire les Mauriciens.
aucun des principaux partis n'utilise les étrangers comme un bouc émissaire dans la conquête du pouvoir. De plus, il existe un subtil partage du pouvoir pour éviter qu'une communauté ne se sente marginalisée. Nous avons un Premier ministre qui est hindou, mais son vice-premier ministre, le député Prime Minister, lui, il est des foi musulmane. En même temps, nous avons le ministre des Finances, lui, il est catholique, il est chrétien. Voyez-vous là. Alors tout ça, c'est ça qui fait notre île, la beauté de notre île. Sur le plan religieux, les fêtes comme le Diwali pour les hindous, Noël pour les chrétiens et l'Aïd pour les musulmans sont fêtés par tous. C'est l'un des signes de la cohabitation harmonieuse des différentes communautés. Il faut signaler que l'hindouisme est la plus grande religion du pays. Nous sommes à Grand Bassin, lieu plus sacré, connu comme il y a un lac plus devant. Et là où chaque année il y a une fête qui s'appelle le Mahashivratri, et là où les hindous viennent prendre de l'eau pour verser sur le dieu Shiva. C'est ça que nous voyons devant nous, de grandes statues de Shiva qui mesurent 35 mètres hauteur. Dans ce temple, on reçoit tout le monde. Il n'y a pas les barrières du couleur, il n'y a pas les barrières de religion, il n'y a pas de barrières du secte, il n'y a pas rien de barrière. Parce que quand on a construit ce temple, on a dédié ça au dieu Shiva. Les progrès de la société mauricienne ne passent pas inaperçus. Les visiteurs sont souvent impressionnés par le boom économique, mais également par la stabilité sociale et politique. Ils sont très ouverts, ils facilitent aussi pour que c'est assez facile pour les étrangers de venir investir en île Maurice, de venir vivre en île Maurice. C'est très beau. Ils ont pu vraiment développer leur secteur touristique et ça c'est aussi une leçon qu'on peut tirer pour le reste de l'Afrique. On a de très beaux endroits à travers notre continent, mais vraiment dans la plupart de ces pays, de nos pays, on n'a vraiment pas pu vraiment développer le secteur touristique. L'île Maurice propose également une autre leçon au continent en écho à la vision panafricaniste de l'Union africaine. C'est l'acceptation des étrangers, l'intégration des différences pour progresser. Non seulement nous tolérons, comme dans d'autres pays, les autres groupes, mais nous les aimons. Alors il y a une fusion de cultures. C'est ça qui fait que l'île Maurice progresse. Et c'est ça qui fait la stabilité sociale dans notre pays. L'île Maurice a un caractère cosmopolite très affirmé. Le pays le doit à sa situation géographique dans l'océan Indien qui en fait un trait d'union entre plusieurs continents. L'histoire et la géographie ont fait de Maurice un passage obligé des routes maritimes. Le génie des habitants a fait de l'île Maurice un pays ouvert qui se nourrit de ses différences. Avec le virage économique opéré pour faire du pays une place financière de premier choix, le caractère cosmopolite de l'île Maurice semble irréversible. On va commencer par vous, Yoven Sadasiven. Votre regard sur l'aspect cosmopolite de l'île Maurice. Écoutez, moi, mon regard sur l'aspect cosmopolite pour l'île Maurice, déjà, c'est mosaïque. D'accord. Donc, on représente, il y a une divergence de population. Effectivement, nous sommes en cohabitation totale. Et pourquoi il y a cette cohabitation totale et qu'il y a cette stabilité, on va dire, c'est qu'il y a une répartition entre guillemets des biens. Je dis bien entre guillemets des biens. Une répartition des biens, qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire qu'avec le tourisme, avant c'était le canne à sucre, maintenant il y a le tourisme, et avec les flux de travail, les gens ils travaillent, ils ont un emploi, donc ça, il y a une répartition. Quand il y a une répartition, c'est que les gens, ils arrivent à gagner de l'argent et de pouvoir vivre. Donc ça, c'est important pour la population mauricienne. Maintenant, il y a aussi le problème de l'éducation. Il y a une formation, il y a une structure, et tout ça, c'est très important pour nous, pour l'évolution du pays. Donc une formation aussi où on vous apprend à cohabiter en fonction de vos origines. La formation, c'est fondamental. S'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de fondement solide, on ne peut pas avancer. Et donc on voit ça avec toutes les problématiques qu'il y a en Afrique. Actuellement, nous, l'île Maurice, depuis l'indépendance, nous avons essayé de statuer une socle solide pour l'éducation. Et ça, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que l'île Maurice est petit. Donc nous, tout est basé sur l'intelligence. Et l'intelligence est très importante. Donc c'est pour ça que ça crée la stabilité. Maintenant, effectivement, il y a des variances. Ça, c'est une évidence. Monsieur Gabriel, alors avant ou après l'indépendance Là où je veux rejoindre Yoven, nous apprendre à cohabiter en société, je ne pense pas qu'on nous impose cela,
puisque moi je me souviens en étant tout petit à l'île Maurice, il y avait de toutes sortes, il y avait des musulmans, les Indiens, les Chinois. Mais qui évoluaient en communauté ou qui évoluaient tous ensemble? Non, en communauté. On était vraiment tous ensemble. C'est pas parce que c'est un Chinois, on est tous Mauriciens à la base. Oui. C'est surtout ça qu'on voit. Quand, même le jour d'aujourd'hui, on rencontre un Mauricien hindou, musulman ou autre, nous sommes Mauriciens avant tout. Et on ne met pas en avant, moi je suis chrétien, créole, comme on dit à Maurice, moi je suis créole, moi je suis indien. Non, nous sommes Mauriciens, c'est un peuple, c'est, comment on peut dire ça, voilà, unis. Un peuple uni, effectivement, mais la mixité, on peut revenir au mariage, par exemple, entre communautés, ne se faisait pas réellement avant et tend à se faire maintenant. Certes, donc il y a une évolution. Donc certes, vous disiez tout à l'heure que tout le monde cohabitait, oui, on cohabitait, mais chacun restait quand même à sa place. Chacun, je vous dis ça, avant 68, avant l'indépendance, oui, il y avait, c'était rare que vous allez voir, je ne sais pas, un musulman avec un chrétien. C'est l'indépendance seule qui a suffi à faire changer et évoluer les mentalités. Il y a aussi une démocratisation quand même. Les gens voyagent beaucoup. Il y a quand même énormément de flux. Ils s'inspirent énormément de l'Europe aussi. Hein. Et après, bon, c'est normal. Mais par contre, comme Mike disait tout à l'heure, c'est la créolisation. Ça, le créole, on parle créole. Tous les Mauriciens parlent créole. Effectivement, on parle anglais, français, mais on parle créole. Donc, il y a une langue commune. Voilà, une langue commune. Et ça, c'est très important pour nous. Et vous, Lucien, alors? Oui. Je vais avoir un discours un peu décalé par rapport à nos deux intervenants qui sont effectivement mauriciens. Pourquoi on parle créole? Il faut remonter à l'histoire. C'était une langue qui était utilisée par les esclaves, effectivement, noirs, pour ne pas être compris de leur maître. Exactement. Ça, c'est un élément important. Cette langue créole, effectivement, bon, a été, en fait, élargie à d'autres populations. Bon. Le problème, c'est quand on regarde l'histoire de l'île Maurice, c'est une histoire qui est traversée par les colonisations de guillemets, la seule colonisation hollandaise, et puis française et anglaise. Il y a eu les Arabes avant, il y a eu des populations venant d'Afrique, venant de Madagascar et venant du continent. Et puis, il y a eu, une fois que l'esclavage avait été aboli en 1835 et que l'anglais est devenu, là aussi c'est un élément important, à partir de 1832, effectivement, la langue officielle, eh ben, on a fait venir des Indiens à qui l'on donnait des contrats. Donc, il y a eu une population indienne, hindouite ou musulmane qui est arrivée. Et puis, sont arrivés aussi les Chinois. Alors, quand on regarde cette carte postale, elle est magnifique. Je veux dire qu'aujourd'hui, qui peut se plaindre de cette mixité? Mais si on regarde un peu à fond, on regarde qu'il y a une stratification spatiale et raciale qui est absolument subtile. Aussi bien au niveau, effectivement, des métiers, au niveau des fonctions publiques. Exactement. Et oui, au niveau donc il y a des métiers, des fonctions qui sont attribuées en fonction de... Évidemment. Bien sûr, qui sont attribués. Et on ne peut pas le dire comme ça, mais on le regarde. Ah, mais vous et le dites. Oui, je le dis. Alors, justement, on va prendre l'avis de notre invité. Alors, monsieur Sabativen, par rapport à cette question-là, je suis en accord parfait avec monsieur, parce qu'effectivement, quand on essaie de rentrer dans les bas-fonds, dans l'abysse, effectivement, il y a beaucoup de problématiques. Dans ces problématiques-là, il n'y a pas que le quart postal. Le quart postal, c'est le côté touristique. Mais effectivement, le peuple souffre. Le peuple souffre énormément. Maintenant, quand vous comparez aux autres pays africains, vous trouvez que l'île Maurice et les Mauriciens souffrent? Bien sûr, en fonction, c'est une variance. Oui. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'île Maurice, c'est l'île Maurice. Mais effectivement, chacun souffre de sa façon, de son degré de souffrance. Maintenant, si éventuellement, aujourd'hui, il y a un décalage total entre la personne qui va toucher, entre guillemets, 6 000 roupies, c'est, on va dire, le tarif syndical, 6 000 roupies, et la personne qui va toucher 100 000 roupies. Mais les Mauriciens, vous disiez, le peuple souffre de quoi? De travail, il y a même des bidonvilles aussi à l'île Maurice. Le taux de chômage, on le disait, est faible. En 1985, le taux de chômage était à 3%. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé presque à 10%, pour pas dire de bêtises. D'accord? Mais effectivement, il y a même dans des endroits, il y a encore des bidonvilles à l'île Maurice. Hein, attention, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le peuple souffre énormément. Mais avec l'éducation, avec, on va dire, les infrastructures que le gouvernement essaye d'imposer, on essaye de s'en sortir, mais c'est pas facile. Monsieur Gaouri, alors, vous trouvez effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui devraient évoluer à l'île Maurice? Je pense qu'il y a pas mal de choses. C'est vrai que ce qu'il disait Yoven, le peuple mauricien souffre énormément au niveau du chômage,
au niveau... Il n'y a pas que à l'île Maurice que le peuple souffre. Attention, il y a aussi les personnes qui ont quitté l'île, qui souffrent pour leur pays. Je m'explique. Le jour d'aujourd'hui, voilà, la diaspora. Si le jour d'aujourd'hui, pour partir à l'île Maurice, je parle de la diaspora, ça coûte énormément d'argent. Donc, nous, Mauriciens, que ce soit un peu partout dans le monde entier, nous partons en vacances, c'est de l'argent qui rentre pour l'île. Essayez de me comprendre. Et quand on voit des Mauriciens, pour acheter, je vous donne l'exemple, 1 kilo de tomates, c'est énorme pour eux. Il y a des endroits sur l'île, comme disait tout à l'heure Yoven, pour que les personnes puissent acheter 1 kilo de tomates, c'est difficile. Est-ce que vous n'êtes pas trop critique vis-à-vis des politiques en place, étant donné qu'on sait que, par exemple, l'île Maurice, on parlait d'éducation tout à l'heure, l'éducation à l'île Maurice est un exemple pour d'autres pays africains, elle est gratuite jusqu'à la fin du cycle secondaire, vous avez à l'île Maurice des prestations sociales, le taux de chômage par rapport comparé aux autres pays est faible. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes un peu sévère avec Non, moi je ne suis pas sévère, je suis réaliste, puisque ce que je vois, c'est plus ce que je vois. Je lis pas. Pourquoi? Parce qu'on nous raconte que des conneries. Ah bon? Donc, je lis pas. Il y a pas mal d'exemples. Je sais pas, quand on dit, je lisais quelque chose tout à l'heure, le PIB vous nous disiez à que vous l'île ne lisiez Maurice, pas, finalement vous lisez. Voilà, à l'île Maurice, le PIB monte à 15 000 roupies. Mais c'est totalement faux. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est faux, étant donné que vous ne lisez pas, donc vous n'avez pas d'autres chiffres? Écoutez, j'ai de la famille encore à l'île Maurice. Je vois bien comment ils sont dans la misère. Qui nous appellent à chaque fois en disant « Est-ce que tu ne peux pas nous envoyer quelque chose, un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là » Je vois bien. Donc, il n'y a pas que ma famille qui souffre. C'est tout le pays qui souffre. Lucien. Alors, il y a, je crois, ce que disent nos intervenants est vraiment très bien, parce que le gouvernement fait des efforts. Il faut que la carte postale Marie-Angèle soit belle. Donc, il y a des politiques publiques qui sont menées de façon courageuse. Il y a une politique de l'éducation, on ne peut pas le nier. Et le bilinguisme à l'île Maurice joue un rôle très très important. Bien. Mais néanmoins, les choses sont dans les imaginaires en subtilité. C'est-à-dire qu'il y a une stratification sociale, allez, je vais utiliser le mot, qui recoupe un peu la couleur de la peau, qui recoupe un peu, je dis bien un peu, hein, j'ai pas dit totalement, un peu l'histoire. Donc, vous avez par exemple aujourd'hui à l'île Maurice, on en parlait en off, effectivement ici, les mariages qui sont difficiles entre musulmans et chrétiens. Vous voyez, même si les choses ont tendance à s'estomper. Mais nous ne sommes pas dans des situations explosives. Une question que l'on peut poser, jusqu'à quand cette stabilité? Et ce que disent nos intervenants est ici clair, il faut qu'il y ait des réponses économique et politique réelle pour éviter que cette belle toile d'araignée qui est vraiment très bien structurée explose. Jusqu'à quand cette stabilité? Alors, peut-être que vous avez une idée. Est-ce que vous vous dites que, au vu des politiques actuelles, elle va se poursuivre avec le temps parce que tout le monde y trouve plus ou moins son intérêt, ou alors il faut radicalement changer les choses? Non, on ne peut pas radicalement changer les choses parce que c'est dangereux. Il faut faire ça progressivement, avec tact, avec intelligence, avec pédagogie, avec, on va dire, avec l'expérience des vécus de d'autres pays. Il faut que nous fassions attention, parce qu'il ne faut pas oublier, nous ne sommes que 1 200 000 et nous sommes une petite île. Donc qu'est-ce qu'il faut cibler? Moi, je primerai toujours sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est très très important. Mais c'est déjà le cas. C'est le cas, mais il faut en faire plus encore. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que, par exemple, l'éducation gratuite? Écoutez, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller à l'étranger pour aller apprendre. Et ça, c'est encore très très important. C'est une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, on le fait à l'étranger, parce qu'on arrive à avoir plusieurs variantes. Et ça, on peut l'utiliser pour notre pays. Et même comme nous-mêmes, en tant que Mike, en tant que toute autre personne qui est venue en France, parce que moi je suis né à l'île Maurice, donc je suis venu en France pour apprendre, pour après, par la suite, emmener ça dans mon pays, pour pouvoir l'exploiter, le partager, parce que le partage, c'est très important pour nous. Donc ce serait accorder plus de bourses, par exemple, aux étudiants mauriciens qui désiraient aller à l'étranger? L'État mauricien le fait.
énormément. Mais comme je vous dis, comme monsieur disait tout à l'heure, effectivement, le carte postale est magnifique, mais dans les bas-fonds, c'est dur. Mais là, lorsqu'on regarde finalement tout ce que vous préconisez, c'est déjà fait par l'État. Donc la question que je vous posais, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on doit cibler? Il y a deux choses qu'il faut faire, je pense, à l'heure actuelle. C'est pour le changement politique, il faut avoir des jeunes politiciens avec des esprits nouvelles, avec une force nouvelle, avec des idées nouvelles. Et ça va faire avancer les choses. Parce que eux, les pères, ils ont fait beaucoup de choses. Maintenant, il faut avoir les jeunes qui puissent prendre la barre avec une nouvelle expérience, avec des idées fraîches et surtout non corrompues. Parce que nous, il ne faut pas oublier... Ah, vous soulevez un point, là, la corruption. Ah, la corruption est très importante, mais comme dans toute l'île, comme dans le monde entier. C'est ce qui fait le business, de toute façon, comme on dit, à la corruption. Aujourd'hui, la corruption, s'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'affaires. Donc voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'île Maurice est un pays qui est quand même un point central de l'Afrique. Et beaucoup d'investisseurs viennent à l'île Maurice pour la stabilité politique. Effectivement. Donc ça, c'est important pour nous. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous jouons beaucoup sur l'intelligence. Parce que notre pays est petit et l'intelligence primera toujours. Et ça, c'est très important, l'intelligence. Monsieur Gaori, alors, il faudrait une nouvelle génération de politiciens. Je suis vraiment d'accord avec Yoven. Il faut vraiment il faut changer un petit peu. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais gagner sur quoi? C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Je crois que pour les étudiants, le transport c'est gratuit, l'école est gratuite, il y a pas mal de choses pour les étudiants. Mais ce qu'il faut penser aussi, tout à l'heure il disait qu'on voyage beaucoup. C'est vrai que les Mauriciens voyagent, mais je ne pense pas que c'est l'État qui leur donne comment on peut dire ça? Qui leur facilite les choses, en tout cas qui leur donne des aides pour pouvoir le faire. Voilà, je ne pense pas. Mais peut-être que ça se fait. Moi, je suis en France, je ne peux pas te dire si, je peux pas vous dire, pardon, si à l'île Maurice ça se fait comme ça, mais la plupart que j'ai rencontrés en France, ah non, nous avons payé notre billet d'avion. Donc plus d'aide pour les étudiants. Je pense. Oui, dernier mot, il faut en fait développer l'industrie. Il y a une intelligence, il y a des connaissances, il y a un bilinguisme. L'île Maurice peut servir comme ils l'ont fait pour le tourisme et les banques, effectivement, l'atelier du monde. Et c'est comme ça qu'on monte, effectivement, dans la courbe technologique et qu'on développe ses propres industries après. Fin de ce débat, merci messieurs. Alors on va rappeler les principales informations dont nous avons débattu en première partie d'émission. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devait examiner ce vendredi la requête déposée il y a près d'un mois par l'Union africaine. Le texte en question relatif à la Cour pénale internationale demande à l'ONU d'agir auprès de l'institution judiciaire afin qu'elle suspende les procédures à l'encontre des chefs d'État durant leur mandat. Et depuis le renversement du président François Bozizé, le 24 mars, par la coalition de la rébellion Séléka, la ville de Bangui est régulièrement le théâtre de violences ou d'affrontements. De plus en plus de pays déconseillent d'ailleurs la destination Centrafrique à leurs ressortissants. Merci à vous, Yoven Sadasiven. Vous êtes consultant en culture d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à votre antenne. À très bientôt. Et on se retrouve pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. Dans quelques instants, on parlera des enjeux et des perspectives de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. A tout de suite.